Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de revenir dans le Café des experts économiques, un mardi sur deux, avec la nouvelle formule et les nouveaux experts. Ali Harbi, bonjour. Je rappelle que vous êtes consultant en développement durable. On va s'arrêter à ça aujourd'hui. Inch'Allah. Et Reda Hamrani, expert industriel. Bonjour Reda. Nous recevons aujourd'hui Mohamed Bouchakour, professeur d'économie, qui va nous aider à décortiquer l'actualité de cette quinzaine. Bonjour Mohamed. Bonjour. La deuxième à Radio M. Voilà, ce n'était pas le baptême. Alors, nous avons évoqué il y a 15 jours donc, le programme d'action du gouvernement dans son volet économique. Nous ne l'avons pas décortiqué dans tous ses détails, mais l'actualité étant ce qu'elle est, nous sommes déjà aujourd'hui dans l'inventaire des secteurs d'activité. Il y a deux secteurs qui ont beaucoup fait parler d'eux, ce sont ceux de l'industrie et celui du commerce, les deux principaux communicants du gouvernement sur le volet économique. On entend moins le ministre des Finances, on a entendu ce matin le ministre de l'Énergie. On arrivera à ces thématiques, forcément, au fil des numéros. Mais auparavant, nous voulions nous poser la question, messieurs les experts, de savoir si Farhat El Aitali, le nouveau ministre de l'Industrie, ancien consultant de cette émission ici à votre place, a réellement une politique industrielle. Et il y a des raisons de se poser la question parce que il fait de tout bois dans ses déclarations. Et nous avons vu que sur l'approche générale, il est difficile de décortiquer ce qu'il a envie de faire. Sur l'approche précise, pas d'assemblage automobile de la façon dont ça se faisait avant, amener l'armée à entrer plus dans l'industrie, et ça c'était un motif de polémique déjà, évoquer un petit peu l'investissement sous ces angles-là. Est-ce qu'on s'est trompé sur Farhat El Aitali? Est-ce qu'on pensait que c'était quelqu'un qui était porteur d'une vision et on se rend compte que c'est quelqu'un qui a des réponses polémistes à des problèmes juste particuliers sectoriels? Qui veut se mouiller pour dire du mal de notre ancien collègue? Bon, moi je ne veux pas dire du mal d'un collègue, mais je peux pas. Et les commentateurs vont encore dire que Al-Qadi Hassan est jaloux, qu'il a envie de devenir ministre, c'est pour ça qu'il le critique. Peut-être que c'est un piédestal ici de devenir ministre. On vient ici à Radio M, on devient ministre, c'est formidable. Mais là, on est inquiet. Là, sérieusement, on est très inquiet parce qu'on ne comprend plus ce que veut faire le ministre. Non, l'industrie, malheureusement, a souffert d'une rotation de ministres pendant, je sais pas, la durée de vie d'un ministre de l'Industrie est inférieure à 1 an. En moyenne, on est tombé à moins d'1 an. C'est grave. Un ministre de l'Industrie, c'est un poste si vous voulez, de stabilité pour mettre en œuvre des stratégies, les préparer, les mettre en œuvre, construire les outils de mise en œuvre de la stratégie. Il y en a qu'on aurait voulu voir rester moins longtemps. Je pense notamment à Abslam Bouchouareb. Mais je vous dis, l'industrie a souffert de cela et aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision. Même les stratégies qui sont mises en œuvre ou qui démarrent ou qui sont étudiées, dès qu'il y a un changement de gouvernement, changement de ministre et on change rapidement dans l'industrie, tout est remis dans les cartons. Et de nouvelles idées, de nouveaux développements sont faits. Même le personnel, l'encadrement du ministère est d'une instabilité. Aujourd'hui, on parle comme les strates géologiques. Chaque ministre, on a une strate de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, et qui reste là. C'est-à-dire que le ministre ramène son équipage dans le cadre du système partisan, il part, il le laisse. Et vous avez une accumulation de strates, ni unité, ni compétences accumulées, rien. Reda, je vais poser à nos deux autres amis experts présents ici la question avec une strate supplémentaire de détails. Quand on écoute le Premier ministre dérouler son programme d'action devant les parlementaires, on a le sentiment qu'il y a une stratégie exportation hydrocarbures qui veut se mettre en place. Quand on écoute Farhat El Aitali, on a plus le sentiment, quand il fait par exemple le panégyrique de Euniem, des grands complexes intégrateurs de l'époque de l'industrie industrialisante, il dit effectivement il y a une cohérence, on intégrait beaucoup plus à l'époque, c'était au moins du CKD. On a le sentiment, et quelque part, et je crois même qu'il a dit, qu'il est plus dans une stratégie de substitution aux importations. Voilà. Lui, il ne le formule pas comme ça, mais vous, économistes, vous allez nous dire, est-ce que quelque part, on n'est pas toujours sur la même stratégie de substitution aux importations, faisant chez nous ce qu'on peut faire pour éviter d'importer et réduire la facture d'importation versus devenant un acteur
qui rentrent dans la chaîne de valeur internationale et qui exportent. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand même? Tu veux y aller? Oui, bien sûr. Alors, pour ce qui est de cette question sur la stratégie industrielle, je crois qu'indépendamment de l'actuel ministre, tout a été dit. Tout a été dit. Il y a eu les filières qui ont été proposées par la Banque mondiale il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. En 2013, il y a eu toute une démarche pour définir des actions concrètes à entreprendre. Donc le document existe. 120 actions à entreprendre. Quand vous lisez ce document, c'est très complet, c'est très cohérent, mais 2013. Document c'est le travail des groupes Rahmani, je crois. Oui, le ministère de l'Industrie avait produit tout a été dit, tout a été écrit, mais... Pour aller dans quelle direction? Pour s'insérer dans l'économie mondiale. Oui, donc il y a tout des mesures de redéploiement, de constat, de la désindustrialisation, de la nécessité de relancer l'industrie, mais rien n'a été fait. Donc le problème, il est ailleurs. Il n'est pas dans la vision. Il est dans la vision, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit pertinente et cohérente, mais ensuite dans la manière de la mettre en œuvre et qu'est-ce qui bloque dans sa mise en œuvre. Oui, maintenant, on est sur la vision, Mohamed. Oui. Déjà, bon, sur la vision, la question qu'on se pose, c'est d'abord la vision. On arrivera à la mise en œuvre, mais est-ce qu'il y a une vision partagée, déjà, entre le gouvernement, entre un membre du gouvernement et la vision du Premier ministre, qui est supposée être une vision de... Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ce n'est pas des visions qui sont mises en cohérence, parce qu'à un niveau Premier ministre, on peut formuler les choses de façon un peu générique, parce qu'on s'inscrit dans une démarche gouvernementale. Et au niveau sectoriel, le ministre concerné peut rentrer un peu plus dans le détail et introduire des consonances plus opérationnelles, plus sectorielles. Mais moi, ce qui me gêne dans aussi bien ce qui a été dit dans le programme du Premier ministre que ce qui a été déclaré par le ministre actuel, c'est qu'on en reste encore à la première et à la deuxième révolution industrielle. Quand on dézoome, on constate que nous sommes encore dans les années 1800 jusqu'à 1914. Transformer la matière première. Voilà, c'est très consommateur en matière première, très consommateur en énergie, c'est l'électricité, c'est les industries sidérurgiques, métallurgiques et électromécaniques. On en est encore dans la deuxième révolution industrielle, dans le meilleur des cas, qui n'est pas achevée, qui a démarré dans les années 70, qui n'a pas démarré sur de bonnes bases, parce que les projets des années 70, premier, deuxième plan quadriennal, étaient très généreux, très peut-être naïfs aussi, mais c'était des projets qui étaient un peu, pour certaines filières, à contre-cycle. Vous vous rappelez l'usine de montage de téléphones analogiques, alors que déjà, on voyait poindre à l'horizon. Avec Ericsson. Donc, on a commencé la deuxième révolution industrielle à la fin des années 70, et depuis, il y a 40 ans quand même qui se sont écoulés, et on a l'impression de vouloir reprendre où les choses se sont arrêtées. Or, entre-temps, il y a eu la troisième et la quatrième révolution industrielle, et sur ça, il n'y a pas un mot, ni dans le discours du Premier ministre, ni dans le discours du ministre de l'Industrie. Ali Harbi, est-ce que finalement Fratet Ali n'est pas un bled abslam qui s'ignorait? Enfin, du point de vue des crêtes, il se situe sur la même crête en Kabylie. Je ne sais pas. Moi, je dirais quelque chose à son avantage quand même. D'abord, je vais te dire le constat, et je partage le constat de mes amis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de consensus sur les réformes économiques encore. On n'a pas ce consensus, on n'a pas la vision partagée. Ce n'était pas un thème de campagne d'ailleurs. On l'a guillemets pendant la présidentielle. Voilà. Et donc, il y a un risque aujourd'hui, c'est qu'on ait aussi un passage en force sur la vision. Et qu'on aille trop vite, par exemple, sur cette idée d'assise nationale, où on aura un fourre-tout de propositions, etc., de l'industrie, ce qui est proposé actuellement, et qu'on aboutisse à des assises qui n'aboutissent à rien, justement, parce qu'on aura des idées contradictoires. Donc, c'est un premier élément qui est un sujet, c'est un facteur de risque. Pas de consensus. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de la vision partagée, et derrière, il n'y a pas de la stratégie. La stratégie, c'est le comment. Et les éléments ne sont pas encore constitués, mais il y a des éléments. Ces éléments-là, le ministre a commencé à aborder quelques éléments. Donc, il a parlé d'abord, pour parler de l'automobile, beaucoup plus. On parlera de l'industrie militaire dans un deuxième temps. Mais sur l'automobile, il y a quelques éléments qui font qu'aujourd'hui, on parle d'abord de conditionner l'assemblage par l'existence d'un taux d'intégration. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'on aille quand même sur des options stratégiques en matière d'industrie automobile. Il y a cette notion de saut technologique
sur un autre type de véhicule, pas le véhicule classique, donc, mais d'aller sur d'autres segments de l'industrie automobile. Donc je crois qu'il y a des premiers éléments quand même dont nous devons tenir compte. Mais le bémol, c'est que ce n'est pas encore une stratégie cohérente, et je dirais même qu'il y a un risque qu'on fasse encore des erreurs stratégiques. Reda, alors là, l'option qui aurait dû, par exemple sur l'électrique, on a le sentiment que c'était pas dans le programme du gouvernement. Personne n'a dit on va faire de l'automobile électrique. Le ministre arrive et il dit c'est pourquoi ne pas faire un saut technologique ailleurs. Bon, est-ce que c'est pas un peu de l'improvisation? Enfin, je rappelle que c'est 2% des ventes sur le marché européen en ce moment, que les acteurs majeurs n'ont pas encore défini complètement leur stratégie là-dessus. Ça, c'est une transition en cours. On sait que c'est la solution de demain, mais aujourd'hui, un acteur dernier entrant sur le marché de l'automobile peut-il réellement faire ce saut? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de faire miroiter aux Algériens quelque chose qui va pas marcher? Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'exposer, si vous voulez, cette projection et nous associer à cette projection qui se prépare en Europe et à travers aux États-Unis et en Asie? Mais là, ce sont les 25 prochaines années. Et nous, on veut décider de faire, si vous voulez, un raccourci. Comme d'habitude, on cherche les raccourcis au lieu d'avoir une vision stratégique normale, claire, bien définie. On a fait des stratégies, on a mis en place des instruments, mais à chaque fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on abandonne ça en route et on remet en classe. On va faire des assises. Donc, je pense que le ministre de l'Industrie, il est tout frais, tout moulu. Donc, il vient, donc il a une période de grâce où il peut annoncer beaucoup de choses. Mais entre il a le droit de dire des bêtises pendant sa période de grâce, c'est ça? Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est des bêtises. Peut-être que lui a raison. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'une cohérence gouvernementale. Il n'y a pas. Regardez, le ministre du Commerce décide, il dit aux industriels, bon, 20%, ou vous allez consacrer 20% de vos productions à l'exportation. Or, aujourd'hui, la plupart de ces industriels, il faut le dire, 90% de ce qu'ils consacrent de leurs activités, c'est de l'import-import. Et 10%, c'est de la production dans leurs anciennes usines qu'ils gardent. Donc, nous ne sommes pas encore dans un système cohérent. La vision et la stratégie ont été réfléchies, pensées. On a vu avec le gouvernement, donc il y a eu tellement de ministres. Rahmani, il a réuni des experts et tout. Il a ressorti les archives et tout. On a reconstitué 190 décisions, je crois, 190 axes de travail. Et donc, on a essayé de faire quelque chose. Après, ça a été abandonné. Mais le reste, ce qu'il faut savoir, la vérité, pourquoi ces choses-là ne fonctionnent pas? On parle de politique industrielle, on parle de stratégie, de vision. On n'a pas mis en place les instruments pour appliquer, suivre, valider les politiques industrielles. Lorsqu'on a décidé un cahier de charges d'intégration de l'automobile, tout le monde a dit oui, je souscris au cahier des charges. Quel est l'organe de l'espace intermédiaire qui existe et qui va en ordre et pour compte du gouvernement et des industriels aussi, et des consommateurs, vérifier que ce constructeur est en train de monter en intégration, d'investir conformément au cahier. On n'a pas ces instruments. Ils n'ont pas mis les instruments de l'espace intermédiaire. Un centre technique de l'industrie automobile n'existe pas en Algérie. Un centre technique de l'industrie du ciment et des matériaux, il devait être développé, il n'existe pas. Celui du textile n'existe pas. Celui de l'électronique, celui des produits blancs. Vous voyez tout. Il y a des espaces intermédiaires nécessaires pour mettre en œuvre les politiques industrielles et faire suivre, avoir les instruments de la régulation. L'État ne les a pas. Donc, vous voyez. La facture de cette erreur de cap qu'on a faite sur 50, de l'assemblage, du faux assemblage, puisqu'on peut d'accord pour l'appeler comme ça va mettre sur le carreau les acteurs privés qui se sont lancés dedans, ils sont pour la plupart en prison, et ça va finalement permettre aux acteurs publics, ça permet à SNBI de rester dans le partenariat Renault. Aujourd'hui, l'information de la semaine, c'est que Renault Wetlilet rembourse des clients qui n'arrivent pas à satisfaire. Pourquoi? Parce que tout le monde se retourne aujourd'hui vers le seul fournisseur d'automobiles sur le marché algérien, Renault, encore valide, c'est Renault qui n'arrive pas à faire face. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à une forme de monopole public en attendant? Non, parce que c'est quand même ce qui ressort dans les secteurs privés sont disqualifiés, et c'est l'acteur public versus, en compagnie d'un partenaire étranger
Renault en l'occurrence, qui tire les marrons du feu. Hassan, moi je voudrais juste dire un mot, même si je reprends la parole, mais très rapidement. Je crois que l'erreur de cap, pour parler objectivement, parce que tout le monde dit que c'est une arnaque, et c'est vrai que c'était une arnaque, en fait, montée et réfléchie. Mais en dehors de la dimension arnaque, parlant de stratégie objective, il y a une erreur de cap. L'erreur de cap a été de discuter industrie avec des concessionnaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis attention, dans la nouvelle démarche qui va ce nouveau gouvernement, Il faut parler avec les constructeurs. il y a 2 cahiers de charges à faire. Il y a un cahier de charges concessionnaire pour qu'on revienne aux normes de l'activité de concessionnaire. Un concessionnaire le demande des 3 S, la garantie, le respect du client, la conformité du produit, la pièce, le service après-vente, le réseau. C'est un cahier de charges en soi, en plus des normes techniques du véhicule commercialisé. Et il y a un cahier de charges industriel pour des gens qui veulent faire de l'assemblage ou de l'intégration. Et c'est un autre cahier de charges. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs privés en réalité qui restent sur le carreau. C'est pas vrai. C'était de faux acteurs industriels. Donc on ne peut pas dire qu'on va léser des acteurs industriels. Ils ne sont pas acteurs industriels. Pas être aussi radical que ça. Laisse-moi finir. Il va finir, tu vois. Laisse-moi finir en 1 minute. Non. Aujourd'hui, tu Allez, vas là, tu vois. inévitablement avoir de nouveaux acteurs qui vont émerger ou des acteurs qui vont ou des acteurs qui vont être capables de se reconvertir, hein, s'ils ont les capacités de gouvernance dans des entreprises qui sont essentiellement familiales et la c'est un autre sujet. Mais rapidement, la question aujourd'hui, si on veut parler industrie automobile, électrique ou pas, c'est un autre sujet. C'est la possibilité de discuter directement avec les constructeurs. Farhat El l'a dit. Et je vais en rajouter une couche. Aujourd'hui, avec les grands constructeurs mondiaux, c'est une discussion d'État à État. Parce que les constructeurs ont des stratégies globales qui sont conditionnées par des politiques d'État. Il ne faut pas croire que Toyota ou Renault fonctionnent ou déploient des stratégies globales indépendamment de leur politique d'État. Et donc, c'est pour ça que le gars qui doit prendre son bâton de pèlerin, c'est le président de la République sur ce Absolument. Exemple juste en un mot, si on veut devenir un acteur dans 10 ans de la voiture automobile, de la voiture électrique, on ramène Toyota en Algérie, on fait un grand ensemble, on lui dit 10% de ta production, ça doit être de l'électrique et on te donne tout gratuitement en Algérie. Exemple, ça devrait être ça, Reda. Toi qui as dirigé des projets à l'industrie, c'est comme ça qu'on attire des grands acteurs. Les acteurs, aujourd'hui, il y a une concurrence, si vous voulez, entre les États. Et tous les États européens, asiatiques et tout le monde, il y a une concurrence, il y a une guerre économique pour attirer les bons investisseurs, ceux qui créent de l'emploi, de la valeur ajoutée réelle. Et donc, là, les États ont des stratégies et ont des politiques et les mettent en œuvre. Nous n'avons pas de politique, nous n'avons pas de stratégie, nous ne l'avons pas définie et nous ne l'avons pas affichée à nos partenaires. Parce que lorsque vous définissez une stratégie, vous dites, moi, l'industrie automobile, c'est un créneau prioritaire pour moi. L'industrie agroalimentaire, transformation de ceci ou de cela, c'est un créneau. Le solaire, l'électricité solaire, photovoltaïque, c'est une priorité. Donc, vous ne pouvez pas être sur tout le spectre de la production. Donc, vous choisissez des créneaux. Sur les autres, vous restez dans la PME, PMI, vous participez, vous avez... Mais vous avez une politique, vous l'exposez, vous dites voilà les moyens que je mets, voilà les avantages. Tout le monde donne les bons avantages. C'est à ce moment-là, c'est la dimension de votre marché, c'est la qualité de votre main-d'œuvre, c'est la stabilité de vos institutions et de vos règles et tout qui permettent de vendre votre pays, votre système et vous attirer l'investisseur. Là, on n'invente rien, que ce soit pour l'automobile ou pour autre chose. Mais nous, on n'a pas formalisé notre stratégie, on n'a pas formalisé les aides que nous pouvons donner. Et à ce moment-là, après, on s'étonne que ce soit des privés qui sont allés à la place des autorités, négocier en ordre et pour compte et ramener, si vous voulez, des constructeurs. Et là, l'État étant faible, l'investisseur, voyons que l'État faible, il profite, il importe. C'est un marché qui a besoin immanquablement de 600 000 voitures. Alors, il y a le chiffre, tu l'as donné déjà, dans une autre émission à l'époque de nos 2 anciens experts, et il avait été contesté sur les réseaux sociaux. 600 000, c'est ne pas intégrer la transition de la mobilité, les gens utilisent un peu moins leur voiture, les tarifs du carburant qui peuvent augmenter, qui font qu'on va devenir plus prudent, les transports collectifs, on espère qu'on va mieux les utiliser. 600 000, c'est beaucoup, non ? Vous avez 6,5 millions de véhicules particuliers qui circulent, qui sont immatriculés en Algérie.
durée de vie pour assurer une sécurité moyenne, c'est 10 ans. On parle globalement. Sauf si on devient Cuba, qu'on n'a plus d'argent et qu'on ne renouvelle plus. On renouvelle plus, ça veut dire qu'on augmente le nombre de morts et de blessés, et la quantité de pièces de rechange, et donc c'est un faux calcul, et social et économique. 600 000 véhicules. Et oui, donc je vous dis 10 ans. Oui, 10 ans, ça fait 10%. C'est de l'arithmétique pure et dure. Donc il faudra en produire une partie en Algérie. Et donc, 6 000, vous savez combien ça coûte quand vous importez? C'est 7 milliards de dollars. Voilà ce que vous devez me donner comme importation. Et là, l'équation est simple. Est-ce que je dois importer? Est-ce que je dois créer de l'emploi à l'extérieur? Ou est-ce que je dois grignoter progressivement dans le cadre d'un programme bien établi, progressivement et je ne fais pas que les chaînes de voitures. Je n'ai pas avec les constructeurs, je suis aussi avec les équipementiers. Parce que là, les jantes en alliage, en aluminium pour les camions, pour les engins, pour les tracteurs, pour les voitures, tout cela, il faut les fabriquer. Les jantes en alliage, il faut les faire. Les suspensions, c'est les mêmes suspensions. Il y a quelqu'un qui s'est mis sur ce marché de l'équipement, c'est Iris. Qui a lancé à Iris, il a lancé une usine de pneus alors qu'on a besoin de 3 usines de pneus. Donc c'est la première. Il y a un autre projet qui démarre. Donc les pneumatiques, le verre plat on le fabrique, donc on peut faire l'usine. On a lancé une usine d'Akbou qui avait été faite pour le textile, pour l'industrie automobile. C'est un immense complexe. Il faut la mettre à niveau et aller voir à partir de ce que demande la voiture d'aujourd'hui, les produits textiles et les produits de fabrication nécessaires. Alors, une question quand même, pour faire le zoom arrière, Mohamed. On a le sentiment que le gouvernement, que les pouvoirs publics, que le pouvoir en général, est prêt à faire des concessions importantes pour attirer des investisseurs quand il s'agit de la recette d'exportation classique pour l'énergie. On a vu avec la loi d'hydrocarbures qui a été à passage en force à l'Assemblée, alors que les Hirak étaient debout contre. Bon, on ne rentre pas dans le détail, dans le débat s'il fallait ou pas faire cette réforme à ce moment-là. Mais là, on est prêt à faire des concessions pour aller vers des normes internationales de contractualisation, etc. Mais quand il s'agit de l'or hydrocarbures, où il y a une attractivité à restaurer, on a le sentiment que la loi sur les investissements, elle est toujours tatillonne. On n'est pas vraiment encore sorti du 49-51. Absolument, oui. Il y a deux climats des affaires. Il y a celui des hydrocarbures, qui est quelque chose d'assez particulier. Donc c'est un peu en offshore. Hein. Le secteur hydrocarbures en Algérie fonctionne en offshore, entre guillemets. Et il y a l'environnement des affaires pour tout le reste de l'économie. Là, comme disait Ali Harbi, c'est des négociations d'État à État qui reposent pas seulement sur les argumentaires, qui reposent sur l'attractivité de vos territoires. Quand vos territoires sont plus attractifs que ceux du voisin, toutes ces chaînes de valeur, Ali Harbi connaît très bien ce problème de chaîne de valeur, les chaînes de valeur choisissent les localisations qui présentent les meilleurs avantages comparatifs et compétitifs et autres. Donc, c'est pas seulement une question de négociation, c'est aussi une question d'attractivité des territoires. Bima fiha, bien sûr, la stabilité réglementaire. Et donc, on peut illustrer, pour dire par exemple, on parle beaucoup de l'aéronautique marocain. L'aéronautique marocain, c'est un segment qui s'insère dans une chaîne de valeur beaucoup plus large. Il faut bien comprendre que même si en 2020, par exemple, vous allez faire mieux en matière d'attractivité qu'en 2010, si les autres ont progressé beaucoup plus que vous perdez l'attractivité. Donc, c'est un peu la compétitivité des territoires. C'est la compétitivité qui se joue. Donc, voilà. Et malheureusement, donc là, on est en train d'entrer dans les années 2020, comme on est entré dans le nouveau millénaire, à reculons. C'est-à-dire en regardant ce qu'on a laissé derrière nous et qu'on n'a pas fait en 1980 ou en 1985. Donc on reprend à partir du moment où les choses se sont arrêtées, alors qu'il ne faut pas rentrer à reculons, il faut se tourner et regarder ce qui est en train de se passer. Quand j'ai parlé de la 4e révolution industrielle, il y a des travaux qui ont été faits et qui démontrent qu'à partir de 2025, 2030 au maximum, il va y avoir des basculements qui vont avoir des conséquences et des impacts considérables sur tous les secteurs économiques, tous, sans exception, toutes les filières, sur les habitudes sociétales, sur les régimes politiques. Et donc là, on va recevoir... C'est le régime de la big data et de la mobilité de la big data, avec la 5G notamment. On ne peut pas imaginer ce que ça va signifier. La 4e révolution. C'est beaucoup plus que ça, parce que ça touche tous les secteurs.
et toutes les filières et toutes les activités. Alors, dans un contexte comme ça, rentrer en reculant, est-ce que c'est pas ce que justement, je tiens beaucoup à faire l'apologie de mon ami Farhat Aitali. Est-ce que c'est pas justement proposer le Hadjar à l'ANP en disant que après SNVI, en disant que peut-être que ce qui manque le plus dans l'industrie algérienne, public comme privé, c'est de la discipline. Est-ce qu'on peut redresser l'économie avec des caporaux en bout de chaîne industrielle? Hassan Qadi, d'abord juste un mot. Moi, je vais récupérer mon temps de parole. Oui, je vais donner la parole à Mohamed sur ça. Mais je voulais juste rajouter un point sur la question de l'automobile comme exemple de ce qu'on est en train de discuter. Moi, j'adhère totalement à la notion de saut, de faire le bypass sur les technologies classiques. Et donc d'aller directement sur les technologies d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément maintenant, sur l'automobile, moi j'adhère aux chiffres, 600 000, c'est pertinent, d'accord, mais il est erroné de baser une stratégie sur le besoin du marché local dans un secteur où l'économie est mondialisée, où on ne peut concevoir un projet industriel que dans une dimension globale, au moins régionale. Non, on est d'accord. Hein. Laisse-moi finir. Non, je suis d'accord. C'est la projection du dimensionnement des projets ne se ramène pas à 600 000 véhicules par an, ce chiffre étant pertinent, hein, par ailleurs. Et il faut qu'on soit sur des logiques où on va être amené à exporter. Et je crois que le projet doit être d'abord exportateur. Et c'est à partir de ce moment-là que, dans l'élément de négociation qu'il doit y avoir, ce n'est pas forcément l'assemblage final du véhicule qui va s'installer en Algérie. Peut-être l'assemblage final du véhicule, peut-être un composant, peut-être une partie des équipements sur lesquels on a un élément de force. Ce que je disais en off tout à l'heure, c'est pas forcément le châssis, c'est pas forcément la caisse, enfin la coque comme on dit. Il faut analyser et discuter avec les partenaires potentiels. En fonction de nos facteurs de compétitivité, qu'est-ce qu'on peut peut imaginer, aspirer. par exemple, si on intègre une filière pétrochimique, le ministre de l'Énergie en a parlé maintenant, tous les plastiques automobiles, ça serait mieux de les faire en Algérie. Exemple, tous les caoutchoucs synthétiques, tout ça. Il y a beaucoup d'éléments d'intégration de filières sur lesquels on peut avoir des avantages donc, concurrentiels par rapport à d'autres secteurs. Et c'est là où on va avoir des éléments de négociation, ce qui nous permettra ensuite, je dirais, accessoirement à la négociation, d'imposer, de dire, en contrepartie de ces ouvertures, tu parlais justement sur des gestes forts qu'on doit mener en matière d'attraction de l'investissement, dire à côté, moi je veux qu'il y ait, dans ce qui atterrit chez moi en Algérie comme véhicule, qu'il y ait tel taux minimum d'intégration. Mais ce n'est pas par là qu'on commence. C'est en écoutant... Quelle est la stratégie des grands acteurs à l'international? Mohamed, donc tu voulais réagir à remontrer à reculant, oui. Donc la militarisation de la production industrielle, un peu de discipline, on manque de discipline à SNV, on fait trop de grèves et le syndicat est trop dynamique, c'est ça? Non, je ne suis pas contre les grèves syndicales. Ce qui me pose problème, c'est cette histoire de véhicules sur lesquels tout le monde se focalise et qui maintenant sont appelés à passer vers l'industrie militaire. Ça me semble très bizarre. Je me demande comment les gens réfléchissent et prennent des décisions. L'industrie automobile remonte au début du XXe siècle, avec Ford, qui lui produisait les composants et faisait le montage. C'est les chaînes de montage. C'est les fameuses chaînes de montage qui ont inauguré la grande consommation de masse. Mais il produisait, il n'importait pas des... Donc ce que Ford pouvait faire au début du XXe siècle, nous, on n'arrive pas à le faire. On importe en pièces détachées et on fait le montage. Mais non seulement on ne peut plus le faire, mais on confie ça à l'armée. Comme si que l'armée était plus habilitée à le faire, alors que Ford n'avait pas fait appel à qui que ce soit. C'était l'industriel qui intervenait. Si l'armée doit intervenir dans le domaine industriel, ça doit être en fonction des bonnes pratiques dans le monde, c'est-à-dire les secteurs qui sont... porteurs, la recherche-développement, les nouveaux matériaux, les drones, essayer d'inventer une nouvelle... C'est pas pour monter le des spatial. camions. Oui. L'armée a un projet à Oran avec l'agence spatiale pour des lanceurs de taille, une nouvelle génération de lanceurs qui n'est pas celle des fusées à plusieurs étages. Hein. C'est pas donc c'est pour pas les satellites. Voilà, c'est pas donc pour monter faire le montage de camions. Alors, on peut imaginer que tout ce qui est automobile doit passer à l'électrique, mais aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur cette 4e révolution industrielle. Il faut se tourner, ne pas rentrer à reculons. C'est des véhicules sans conducteur.
qui ont commencé à se dégénéraliser, à pénétrer en Europe, et dans 5-10 ans maximum, ça va être généralisé exactement comme les téléphones portables. Vous allez vous retrouver avec une industrie automobile obsolète. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec, même si c'est au gaz, même si c'est à l'électricité. Alors, le partenaire de l'armée, c'est quand même le groupe allemand T-Fence qui est propriétaire de Mercedes et Daimler et donc peut introduire enfin, je fais pas. Est-ce qu'on sait ce que fait l'armée déjà à Thiers? Est-ce qu'on le sait? Le taux d'assemblage, est-ce qu'on le sait? Aujourd'hui, l'armée, c'est du SKD. À Tiaret, l'usine qu'on a faite à Tiaret, c'était avec Fiat. C'était une usine pour démarrer à 110 000, 120 000 montages, et on développe des usines d'équipements automobiles. D'ailleurs, Agnelli, quand il venait, il insistait beaucoup sur les équipements automobiles à lancer en priorité. Il conseillait même dès les années 80 de démarrer des usines d'équipements automobiles et le montage venant en deuxième phase. Donc, c'était ça. Aujourd'hui, ils sont à 10-15 000 engins par an. C'est un SKD qui vaut ce qu'il vaut. Mais, et pour revenir... Il y a plus d'intégration que dans l'usine d'à côté de Tahkout, j'imagine, quand même. On ne peut pas le savoir. On n'en sait rien. Moi, je sais que Tahkout, lorsqu'il s'est arrêté, j'ai lu sur la presse, 1400 familles au chômage. 1400 chefs de famille. Donc, Tahkout, pour faire du montage, il a dû, du port, de l'arrivée au port jusqu'à la sortie du véhicule, il y avait toute une chaîne de logistique, de montage, de démontage. Enfin, il y avait de la main-d'œuvre qui était là et qui était mise en activité, qui était payée. Je ne suis ni pour Tahkout, ni pour le système. Moi, je dis que l'État... Ma question, Reda, c'est pourquoi l'armée pourrait être en posture de s'emparer, c'est le cas de dire, de SNVI. Est-ce que c'est sur la base de performances supérieures, des besoins de... Que ce soit SNVI ou le Hadjar, on n'en parle pas. Ce n'est pas un problème. C'est pas sérieux, on n'en parle pas. Ce n'est pas un problème de discipline ou c'est pas un problème. L'industrie du camion était intégrée. Le CVI, il n'y a pas eu d'investissement depuis 85-86. Ça fait 40 ans presque. Vous comprenez qu'il n'y a pas de mise en... On devait passer à 15-20 000 camions avec passage à l'automatisation dans les chaînes de traitement mécanique, dans les chaînes de traitement thermique. On avait à intégrer la boîte automatique, je crois, ZS Allemand. On a acheté la licence et tout. On devait développer. On devait moderniser la fonderie qui a démarré en 1980 et qui fait du GS. C'est une excellente fonderie. Avec la fonderie en ferreux aussi toutes ces installations qu'on devait moderniser, tout cela, et mettre à niveau pour avoir des modules économiques rentables aussi, parce qu'on a une excellente main-d'œuvre. On avait un bureau d'études de toute certification de tous les produits. Ça veut dire qu'on normalisait, on certifiait n'importe quel produit. Donc, c'était des ingénieurs. Pour revenir à ma question, tout ça. Oui. Si vous voulez, je m'étale, ça paraît long, mais l'armée, qu'est-ce qu'elle va leur ajouter? Elle va ramener dans tout ça la discipline. Mais on est discipliné quand on le sait déjà. Parce que la fabrication mécanique, pourquoi on faisait du produit en main? On achetait une formation collective. On achetait des gens qui savaient d'un bout de chaîne à l'autre travailler ensemble, just in time, avec un contrôle de qualité et tout. Donc c'était ça, on n'avait pas besoin de l'ingénierie pour la construction des bâtiments, on avait besoin du know-how dans le processus de production. À défaut, juste, on était disciplinés. Bien sûr, Reda. Il faut le dire aussi, à un certain moment, il y avait aussi on cherchait à développer la conscience, si vous voulez, prolétarienne il y avait un parti politique qui voulait développer la conscience prolétarienne du travailleur, et donc on essayait d'activer des grèves et tout. Mais en fait, la formation, la discipline était bien exécutée au sein du complexe. Juste pour avancer en un mot, tu répondras. Mais juste pour avancer en un mot, à défaut d'un benchmark ANP, à Thiers et ailleurs, qualité, performance, est-ce que c'est quelque chose d'extensible? À défaut d'avoir ce benchmark, puisqu'on ne sait pas ce que fait l'ANP dans l'industrie en Algérie, est-ce qu'on peut comparer avec l'armée égyptienne? Parce que tout le monde pense au modèle égyptien et tout le monde pense à l'influence politique de l'armée. Le Hirak passe son temps à dire Doula Madaniya, Machi Doula Islam, Machi Doula Askaria, Doula Madaniya, Machi Askaria. Au même moment, on a le sentiment que le pouvoir économique de l'armée peut accroître, peut grandir, et donc on pense à l'Égypte. Ma question, est-ce que l'industrie militaire en Égypte est plus efficace que l'industrie ordinaire?
Alors, soyons clairs, et ce serait une grave erreur pour nous, Algérie, en 2020, de se reporter au modèle égyptien ou turc, puisqu'on voit souvent dans la presse parler du modèle turc aussi. Parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple, on va parler un peu de politique, Erdogan, à part le fait que une partie de l'armée a voulu faire un coup d'État, mais en fait, la critique centrale d'Erdogan pour décapiter l'armée turque, ça a été la gabegie du complexe militaro-industriel turc. La corruption, les surcoûts, les surfacturations, les magouilles, etc. Et c'est en train d'arriver en Égypte. Aujourd'hui, c'est une culture aussi de complexe militaro-industriel égyptien qui a été repris en main par l'équipe de Sisi actuellement et sur lesquels il faut voir un petit peu la presse, le peu qui reste de presse d'opposition en Égypte, surtout des sites offshore, etc. L'essentiel de la critique, il est sur aussi la gabegie qui est pratiquée par l'armée égyptienne en termes de consommation budgétaire. Donc je crois qu'il faut vraiment s'éloigner de ces modèles-là. Maintenant, la question de l'armée. Si l'armée algérienne a des projets industriels de type militaire, pour ses besoins propres ou bien pour des partenariats, des coopérations internationales, y compris de l'exportation de matériel militaire, je pense qu'il est légitime quelle est son infrastructure industrielle militaire, et c'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étaler beaucoup, parce qu'il y a des moyens de contrôle interne normalement, donc je ne vais pas sur ce terrain-là, mais ce serait légitime. Et il serait légitime que dans le cadre d'un projet militaire, industriel militaire, que l'armée dise je veux prendre tel complexe ou tel complexe parce que ça fait partie de ma stratégie militaire, je pense que ce serait aussi légitime. Maintenant, si on va sur l'autre terrain, c'est-à-dire de la production pour les civils, c'est-à-dire de matériel de production civile, je ne vois pas en quoi l'armée apporterait plus en l'absence de projet industriel. Et dans un poste, j'avais dit justement, l'armée va prendre tel SNVI ou bien l'armée va prendre le Hajab. Ma réponse était, pourquoi faire? C'est quoi le projet? Je parle toujours dans le cadre des productions civiles. Pourquoi faire? L'armée va produire du rang à béton, pourquoi faire? Ou du tube pétrolier, pourquoi faire? C'est ce que fait le Hajar aujourd'hui. Absolument. Parce que là, on a mis le doigt dans un engrenage qui tient pas à la route. Demain, on va aussi dire, comme nous ne pouvons pas gérer les ports, nous avons donné ça à des sociétés étrangères, l'armée va gérer les ports. Comme nous ne pouvons pas gérer l'eau, donc la CEAL, nous avons donné ça à des sociétés étrangères, l'armée va gérer l'eau. Même si le secteur civil présente des faiblesses pour gérer l'industrie mécanique des camions à usage civil ou à usage militaire, il faut prendre le taureau par les cornes pour redresser l'industrie nationale et non pas confier ça à l'armée parce que ce n'est pas son travail. L'industrie mécanique, j'avais dit tout à l'heure, c'est le Fordisme. Et le Fordisme, c'est l'organisation scientifique du travail pure et dure qui a été ensuite humanisée. À partir de le New Deal américain a permis d'humaniser. Ce n'était pas la discipline militaire, entre guillemets, du Fordisme. On a humanisé. On ne va pas maintenant revenir à un Fordisme pur et dur parce qu'il n'y a pas d'humanisation dans l'industrie, dans le secteur militaire. C'est l'exécution des ordres, c'est la chaîne de commandement, c'est tous les principes de l'organisation scientifique du travail. Et ça ne peut pas tenir. Encore une fois, si c'est pour des projets à caractère stratégique qui tiennent à cœur à l'armée, il est possible de, comme font les États-Unis, le complexe militaro-industriel. C'est pas l'armée qui fabrique. L'armée a des projets qu'elle sous-traite dans le cadre de partenariats avec des entreprises industrielles, sont tenues par le secret, bien sûr. Tout ça est bien encadré. Voilà. C'est un autre modèle. Alors peut-être un dernier point, parce qu'il ne faudrait pas oublier cet aspect des voitures électriques. On a dit, c'est plus des voitures à carburant, c'est des voitures électriques. C'est une bonne chose. Mais posons-nous la question, d'où vient l'électricité? Est-ce que c'est l'électricité d'origine gazière ou solaire? Si vous me dites gazière, je vais vous dire, vous êtes encore dans la deuxième révolution industrielle. Si vous me dites électricité solaire, je vous dis, vous êtes rentré dans la troisième révolution industrielle, et ça veut dire qu'il faut commencer par le photovoltaïque pour ensuite imaginer... Allez, il est embêté parce que c'est lui l'expert du développement durable et donc tu lui as volé son fonds de commerce. Non, au contraire. Bien sûr. Mais je suis absolument d'accord. On est tous d'accord. Le bilan carbone de toute activité aujourd'hui, c'est quelque chose d'automatique qu'on doit avoir tout le temps à l'esprit. On est entièrement d'accord. Y compris dans l'usage de notre matériel de production. Juste en parenthèse, Toyota a décidé de faire, je fais un peu de pub, mais bon, il faut qu'on s'en change, j'ai fait des infos aussi, a fait la nouvelle stratégie de Toyota à partir de l'année prochaine, et le prototype est prêt, justement, c'est de se lancer dans le véhicule électrique d'origine solaire.
pas électrique point, parce qu'après c'est vrai, il y a le problème d'origine de l'énergie. Absolument. Mais on parle bien d'électrique solaire. Alors, on avait commencé cette émission avec la recherche de cohérence dans l'action du gouvernement, politique d'exportation ou substitution aux importations. On va continuer à interroger la cohérence de l'action du gouvernement avec les faits d'actualité de cette dernière quinzaine. On a le sentiment qu'après une longue séquence de lutte, on va dire, les oligarques, les grands oligarques liés à la période Bouteflika. Il y a une deuxième séquence qui vient de s'ouvrir et qui touche le secteur de l'agroalimentaire, l'aide Benamol, le groupe Benamol, donc affaires, détention, et le groupe Mitidji. Ils sont tous les deux dans la transformation, au moment même où le ministre du Commerce pose des problèmes de transformation. Le ministre du Commerce veut, Kamel Arzik veut d'autorité, réduire les importations de ce qui est utilisé dans il a parlé du jus, mais j'imagine que dans son esprit, c'est quelque chose qui est extensible à d'autres intrants dans l'industrie des agroalimentaires. On ne comprend pas très bien, encore une fois, parce que là, il s'agit de grands acteurs, c'est important. L'agroalimentaire, c'est un des secteurs qui relativement fonctionnait bien jusqu'à maintenant, permettait de faire des substitutions aux importations à défaut d'exporter. Toujours problème de cohérence, Reda? Alors, déjà, l'industrie agroalimentaire algérienne est extravertie. Elle a abandonné l'agriculture, elle a abandonné son amont. Là, c'est du Kamel que tu fais. Non, mais je suis sérieux quand je dis ça. C'est la réalité. On importe de la poudre, on a de l'eau, de l'électricité qui est locale, le gaz qui est local pour les chaudières. L'emballage est maintenant importé. On n'a pas de cohérence emballage. On change donc. Elle est extravertie. Deuxièmement, on constate aussi que même les organes algériens, et moi je l'ai déjà dit et écrit plusieurs fois et depuis plusieurs années, un organe comme l'OAIC, qui est chargé de réguler la production de céréales et qui en même temps lui donne l'importation, le monopole de l'importation. Vous donnez à un organisme 6 à 7 milliards de dollars par an pour approvisionner le marché. Vous croyez que lui et les lobbies qui vont tourner autour de l'OAIC vont vouloir développer la céréaliculture algérienne, introduire le progrès technique. J'ai fait l'étude de développement en 2003-2004 de la wilaya de Sétif. Je constatais, dans les rapports, céréaliculture 50% d'une année sur deux. Donc, on ne produisait pas 50% de la terre. Aucun institut, aucun centre de développement de la céréaliculture dans la wilaya de Sétif. Aucun centre de formation. Rien n'était fait pour l'agriculture de montagne aussi, pour l'élevage bassin laitier, rien. Aucun centre de développement, aucun centre de recherche. Donc, nous étions dans un retard terrible et on confiait tout ça à l'ONAB et à l'OAIC. Alors, je vais poser la question autrement. Ce que j'ai constaté aussi, tout ministre de l'Agriculture avec son équipage qui dit qu'il lançait d'un programme de développement de la céréaliculture et qui disait « Je commence par fournir tous les besoins de l'Algérie en orge, puis tous les besoins en blé dur, puis par la suite en blé tendre » et qui mettait en place une stratégie, des équipages, des moyens. Au bout de 8-10 mois, les lobbies de l'importation autour de l'OAIC le liquidaient. Vous pouvez faire l'histoire des ministres de l'Agriculture qui ont essayé. Est-ce que, objectivement, quand même, des industriels qui sont, par exemple, dans le jus, dans la tomate concentrée, dans les produits à base de pâtes, etc., n'ont pas, à un moment donné, quand même intérêt à ce que leur amont agricole algérien soit organisé, même c'est vital, là, dans l'huile, etc. Je pose la question parce que quand on les entend parler, ils disent, en fait, on est bloqué, l'amont est rigide, notamment pour les aspects de propriété. On voit par exemple, Rabrab voulait à un moment donné organiser l'amont pour avoir de l'huile de tournesol, etc. Oui. Et donc il y avait un blocage de ce point de vue-là. Est-ce que vraiment les industriels ont intérêt, tant que cela, à rester que sur l'importation, sachant quand même que le concentré de jus qui vient du Brésil est très compétitif? Je peux répondre une partie à cela, en partie déjà, parce que j'ai travaillé sur les riades et j'ai travaillé sur la tomate lactante pour la Banque mondiale et pour les riades, pour le CNA, où on a fait les études de développement, l'évaluation des riades, où j'ai vu le système. Aujourd'hui, tant qu'il y a de subventions des blés importés, les gens mettent en place des minoteries. On a, je crois, actuellement en capacité de trituration près de 120 millions de quintaux. Il
ne faut pas que je me trompe dans les chiffres, près de 120 millions de quintaux de trituration, alors que les besoins sont de l'ordre de 80 à 90. Donc nous avons un surplus. Eh bien, les gens installent, financent des mini moulins, des moulins horizontaux qui ne sont pas ceux de l'Ériade, ne sont pas les véritables moulins. Et ce qui les intéresse, c'est leur quota OAC, qu'ils achètent en subvention et qu'ils revendent à l'aliment. Ça, c'est comme la fausse importation pour surfacturer. C'est exactement le système de surfacturation. Donc, vous voyez, le système est vicié. Vous trouvez cela, et donc on a de faux industriels, et même les gros industriels abusent eux aussi de ces quotas de l'OAIC. Donc autour de l'OAIC, avec les lobbies de l'importation, plus les lobbies internes de la trituration, et ceux qui fabriquent de l'aliment de bétail, il y a à boire et à manger, on est dans le mot, et il y a un trafic monstre. Jusqu'où il a raison le ministre du Commerce, Kamal Rizzi, quand il dit qu'il faut utiliser la surproduction de fruits pour faire de la transformation en Algérie. Aujourd'hui, dans la généralité de la chose, sur le principe, c'est évidemment, oui, il faut reconnecter l'industrie agroalimentaire à l'amont. Il faut reconnecter. Le découplage a eu lieu pendant les années 90. Pourquoi ? Parce que l'agriculture était en train de s'effondrer au moment où justement il y avait des politiques incitatives à l'industrie. Le démarrage, la création de l'APSI, etc. Et à l'époque, il y avait la loi le code d'investissement de 93-94. Et donc finalement, il y avait des gens qui entraient dans l'industrie alors que l'agriculture était au creux de la vague, profondément au creux de la vague. Donc il y a eu un découplage. Les gens sont allés vers l'importation, évidemment. Et après, toute l'orientation de la politique économique était de l'import-import. Et donc, on a aujourd'hui une industrie agroalimentaire qui est déconnectée. Aujourd'hui, la reconnexion, beaucoup de gens y réfléchissent. Donc, on a parlé de Civita, de l'Aïd Ben Amor, de CNCA, d'autres entreprises, etc., qui essaient de reconnecter à leur amont. Bien. La reconnexion à l'amont ne se fait pas, dans plusieurs cas, juste de ramener le fruit lui-même ou le légume lui-même. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une première transformation et là nous avons ce qu'on appelle une chaîne de valeur à laquelle il manque des maillons. Quand on parle de chaîne, c'est des maillons. Il manque un maillon aujourd'hui dit de la première transformation, du premier conditionnement, du premier emballage. Et si on prend par exemple le cas des fruits, pour les jus par exemple, pour prendre l'exemple, aujourd'hui on n'a pas d'activité de concentration. Il y a un concentrateur, je ne vais pas le citer, on a un seul concentrateur, il ne peut pas. D'accord ? C'est pas assez. Non, pardon ? C'est pas assez. C'est pas assez, c'est petit. Même si on avait un seul, mais de grands maliches. Et donc, aujourd'hui, il y a des activités en amont à créer et pour laquelle, à l'exception d'un ou deux acteurs, la taille de cette activité de concentration est équivalente, si ce n'est, elle est plus grande que leur propre industrie. Ça veut dire que c'est pas un seul qui va y aller. Il faut que les gens y aillent ensemble. C'est une approche de stratégie de filière. Et c'est là où, au lieu de dire j'interdis pas, j'ordonne pas, il faut travailler avec les gens pour structurer la filière et encourager justement la création de ces maillons manquants qui peuvent être des sociétés sur lesquelles il y a plusieurs acteurs qui interviennent comme actionnaires, ou bien que l'État soit un actionnaire de référence, ou en tout cas il y a plusieurs formules à créer pour créer les maillons manquants. Alors, la concentration de jus, La concentration de jus qui est un élément très très important. Il y a la problématique du conditionnement et il y a la problématique de ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. Parce qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur des standards internationaux, on ne peut pas juste prendre le fruit tel quel et le ramener vers l'industrie. C'est ce qui bloque aujourd'hui, par exemple, pour la transformation de la date en Algérie. Aujourd'hui, la date, qui est un valeur étalon pour nous, si vous voulez, c'est un produit de référence, mais nous avons très très peu de transformation de date, parce que nous n'avons pas de critères d'infrastructure qualité liés à la date pour pouvoir la transformer dans des conditions industrielles conformes aux normes, encore une fois, internationales. Donc il faut parler avec les acteurs de la filière pour organiser tout cela. Absolument. Les acteurs de la filière sont en prison. Pas tous. Qu'est-ce qu'on fait Ou alors ils en sortent. On sort. Juste un point. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Je pose la question à Mohamed. Qu'est-ce qu'on fait là ? On attend qu'ils soient jugés. Personnellement, je considère qu'il faut faire une très nette distinction entre la personne physique qui peut commettre des délits ou des crimes ou des malversations et la personne morale qui peut être une entreprise qui appartient à cette personne physique et qui doit pouvoir continuer à fonctionner sans qu'on ait à nommer des administrateurs judiciaires ou autres. Donc il faut bien faire la distinction. On ne peut pas accepter qu'à cause d'une personne qui se trouve être le patron ou le propriétaire, qui part en prison à tort ou à raison, parce que moi je ne connais pas ce qu'il y a dans leur dossier, on va priver des centaines de personnes, des dizaines de familles de leur salaire. Il faut faire cette distinction.
Merci beaucoup les experts pour ce numéro 2 de la 3e saison. Nous avons rendez-vous dans 15 jours, Inch'Allah, avec de nouvelles thématiques. L'actualité va nous en fournir. Merci beaucoup, Atakum Saha. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.